Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach en expatriation et aujourd'hui on aborde un sujet essentiel et bien trop souvent sous-estimé, voire complètement laissé de côté, la santé à l'étranger. Parce qu'une expatriation réussie, ce n'est pas seulement un visa en poche ou un logement trouvé ou les deux, c'est aussi et peut-être surtout la garantie que vous serez bien protégé, pris en charge et serein en cas de pépin de santé et je vais justement vous parler de mon cas personnel. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les choses suivantes. Pourquoi est-ce qu'il faut bien anticiper sa santé avant même de partir, ce que vous devez vérifier dans votre pays d'accueil et surtout comment éviter les erreurs fréquentes qui peuvent vous coûter cher en matière de santé à l'étranger. Pourquoi est-ce qu'il faut anticiper la question de la santé lorsque l'on s'expatrie? Eh bien tout simplement parce qu'on n'est jamais à l'abri, où qu'on soit chez nous ou à l'étranger, qu'on soit à la maison ou en montagne, les risques sont les mêmes. Ils sont même peut-être parfois pires quand on est chez nous, paraît-il que les accidents domestiques sont les plus nombreux en termes de statistiques. Là, dès que vous allez quitter la France, vous allez quitter un système de santé qui est, sur le papier au minimum, structuré, centralisé et relativement accessible, malgré ce que c'est devenu, mais que vous ne retrouverez quasiment nulle part ailleurs. Attention, ça ne veut pas dire que dans les pays où vous allez vous expatrier, le système de santé est moins bien au contraire. Faisons un petit tour de la situation. En France, vous avez la carte vitale, vous avez une couverture maladie qui est quasi automatique. Si vous ne l'avez pas, vous avez la CMU, aujourd'hui la CSS. Et vous avez des soins qui sont peu coûteux grâce au remboursement de la Sécu et bien souvent aussi à des mutuelles complémentaires. En revanche, quand vous allez partir à l'étranger, et là je parle vraiment hors de l'Union européenne, puisque lorsque vous êtes dans l'UE, vous êtes encore couvert grâce à la carte de l'Union européenne, eh bien rien n'est plus automatique. Les systèmes sont privés, parfois chers, inégalitaires, voire inexistants, et un accident ou une maladie sans couverture, ça peut aussi vite devenir une catastrophe financière potentielle. Les États-Unis en sont l'exemple parfait. Je pense qu'on connaît tous le système de santé américain. On en a entendu parler X fois à travers des films, des séries ou des documentaires. Donc on sait un petit peu comment ça se passe. Une opération là-bas de l'appendicite peut coûter entre 15 à 30 000 dollars pour une simple opération de l'appendicite qui serait gratuite ou presque en France. Un simple passage aux urgences aux États-Unis peut dépasser les 1000 dollars sans problème. Donc là, on parle vraiment de sommes qui sont, oui, astronomiques, mais ça reste une poignée de pays dans le monde qui sont concernés, et tous les pays ne sont pas comme ça, heureusement. Donc vraiment, il va y avoir 4 choses à faire absolument essentielles avant de partir par rapport à votre santé. Tout d'abord, le plus évident, j'ai envie de dire, faites un check-up complet en France. Avant de partir, allez voir votre médecin traitant, votre dentiste, votre gynéco si vous êtes une femme ou un autre spécialiste si besoin. Dans notre cas, on est allé voir un ophtalmo pour pouvoir se faire refaire des lunettes. Comme ça, dans notre assurance santé internationale, on n'a pris ni la couverture santé pour les lunettes, ni pour les dents, parce qu'on a de la chance, on n'a pas de problème de dents, et que on est dans un pays à Maurice où il vaut mieux encore payer les frais médicaux de notre poche que d'avoir une assurance santé dont les tarifs crèvent le plafond et qui, de toute façon, vu la fréquence à laquelle on va chez le dentiste ou chez l'ophtalmo, ce n'est pas rentable en fait de payer une assurance avec ces couvertures-là plutôt que de payer carrément les frais de notre poche. Donc profitez bien d'être en France tant que vous êtes encore sous le régime français de la santé pour pouvoir mettre à jour vos vaccins aussi, si besoin, bien sûr. Obtenir éventuellement des ordonnances si vous avez notamment des traitements longue durée. Avoir un dossier médical clair et à jour. Pensez bien à emporter lorsque vous partirez les dernières ordonnances ou éventuellement les derniers examens que vous aurez faits si jamais vous avez des pathologies qui sont longue durée ou qui sont récurrentes. Comme ça, les médecins que vous verrez dans votre pays d'expatriation auront au moins des documents sur lesquels ils pourront s'appuyer pour reprendre, disons, le dossier et voir un petit peu votre parcours de santé. Voilà, tant que vous êtes en France, faites ces démarches-là, ça mange vraiment pas de pain et
c'est comme avant de faire des travaux, ça vous permet aussi de faire du tri dans la maison par exemple. Et ben là c'est pareil, vous remettez tout à jour et puis vous partez serein au maximum. Et ça vous laisse le temps éventuellement de trouver après des médecins spécialisés en fonction de vos besoins lorsque vous serez sur place et non pas en urgence ou en catastrophe parce que vous avez oublié de faire ci ou de faire ça avant de partir. La deuxième chose que vous aurez à faire après tout ça, c'est souscrire une assurance santé internationale adaptée à votre situation. Alors là, il existe plusieurs options. Vous avez tout d'abord l'option de la CFE, c'est-à-dire la Caisse des Français de l'étranger. C'est exactement le même système que la sécurité sociale. C'est d'ailleurs la sécurité sociale finalement des Français qui résident à l'étranger. Alors ça coûte un petit peu plus cher que la simple sécurité sociale, bien que, pour être tout à fait honnête, et que comme vu que ça passe dans nos frais qu'on ne voit pas finalement, que ce soit dans nos salaires ou dans nos cotisations URSSAF, j'avoue que j'ignore combien on paye réellement mensuellement la sécu. Mais là, nous on avait fait un devis pour deux, on était à 200 € pour deux mensuellement pour la Caisse des Français à l'étranger, sachant qu'on est dans la trentaine tous les deux et que on n'avait pas pris ni les lunettes ni le dentaire. Ça peut vous donner une idée. Ensuite, vous avez tout ce qui est assurance privée internationale. Vous avez par exemple April International, qui est l'une des plus connues, qui n'est pas forcément la moins chère, mais qui est l'une des plus connues, qui a plutôt bonne réputation, mais bon voilà, qui a des tarifs qui ne sont pas forcément les plus avantageux. Vous avez également ACS, qui fournit des tarifs plutôt pas trop mal, avec des bonnes garanties, mais qui peuvent être longs à rembourser ou difficiles à joindre. Vous avez Alliance, du groupe Alliance, international, donc là aussi ils ont pignon sur rue, donc plutôt bonne réputation, mais pareil, avec des tarifs qui ne sont pas forcément les plus avantageux du marché. Mais en fait, le mieux c'est de faire un comparatif et de voir ce qui vous conviendrait le mieux à vous. Et donc, je rebascule sur mon histoire de CFE. Il faut savoir que si vous décidez de prendre la CFE, comme je vous le disais, c'est l'équivalent de la sécurité sociale française. Ça veut dire que ça ne rembourse qu'une partie des frais que vous aurez engagés à l'étranger. Il vous faudra, dans tous les cas, pour être remboursé à 100%, rajouter une mutuelle, donc l'une de ces assurances privées internationales. En revanche, vous avez aussi la possibilité de ne pas prendre la CFE et de ne prendre qu'une assurance privée internationale. Je vous le dis tout de suite, je vous conseille vraiment de prendre uniquement une assurance privée internationale, même si il faut bien sûr faire des simulations en fonction de votre situation, parce qu'en fonction de l'âge et de vos éventuelles pathologies ou antécédents médicaux, les devis ne seront pas les mêmes. Donc faites bien des devis de tous les cas de figure, faites appel à un courtier si ça peut vous aider, c'est ce qu'on a fait en l'occurrence, vous les payez peut-être 15 € par an pour les frais de dossier et c'est tout, et ils sont là pour vous conseiller. Mais moi je vous conseille de ne faire qu'avec l'assurance privée internationale. Pourquoi ? Parce que ça vous évite d'avoir deux organismes différents, comme c'est le cas en France, auxquels il faut transmettre toutes vos factures de frais médicaux, première chose. Et deuxième chose, parce que ça va vous revenir moins cher dans la plupart des cas. La combinaison de la CFE et d'une mutuelle va vous revenir plus cher que juste une mutuelle. Bien sûr encore, ça va dépendre de votre cas de figure, de votre âge, de votre situation. Donc faites différentes simulations. Dans notre cas, c'était plus avantageux de prendre une assurance privée sans la CFE. Sachant qu'elles vous prennent en charge à 100%. Ce sont vraiment, voilà. Sachez cependant qu'elles n'ont pas l'obligation, comme les mutuelles françaises, contrairement du moins aux mutuelles françaises, de vous assurer, et que vous allez avoir des questionnaires de santé complètement ubuesques, où on va vous demander si sur les 10 dernières années, vous avez déjà eu un rhume ou une bronchite. La réponse va être bien souvent oui, puisqu'on est tous régulièrement malades. On va vous demander aussi si vous avez eu des choses graves, bien évidemment. On va vous demander si vous avez des antécédents médicaux dans la famille. Je vous le dis tout de suite, ne soyez pas trop honnête, parce que sinon vous ne trouverez aucune assurance qui vous assurera, et ça serait quand même assez dommage, juste parce que votre grand-oncle a eu un jour un cancer de la prostate, que vous ne soyez pas assuré à cause de ça, puisque
les cancers sont potentiellement génétiques. Donc là, j'exagère un tout petit peu, mais vraiment juste à peine. Nous, on a eu le cas d'une assurance sur laquelle on avait fait faire un devis, où on avait déclaré tout ce qu'on avait eu de nous dans notre vie, ainsi que nos antécédents familiaux. Eh bien, ils n'ont pas voulu nous assurer, parce que, en fait, des maladies, il y en a partout, tout le temps, dans toutes les familles, ou des accidents, des ligaments croisés, des opérations de je ne sais quoi. Ils n'ont pas voulu nous assurer. On était trop à risque, visiblement, sachant que... pour tout vous dire, depuis plusieurs mois que nous sommes à Maurice, on a largement dépensé plus en assurance santé qu'en frais médicaux. Surtout qu'ici, les frais médicaux, franchement, il vaut mieux les payer de sa poche que de prendre une assurance. Enfin, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre d'assurance, bien au contraire, parce que le jour où vous avez un gros pépin, si jamais ça vous arrive, il vaut mieux l'avoir. De toute façon, certains visas vous obligent à avoir une assurance santé. Mais si vous choisissez d'aller dans un pays où le coût de la vie est inférieur à la France, sachez que vous allez avoir accès à des structures médicales et à des soins médicaux qui sont bien souvent meilleurs qu'en France et qui sont bien plus accessibles en termes de délai, mais aussi en termes de tarifs, et que vous pourriez tout à fait survivre sans avoir d'assurance santé en termes de frais potentiels. Bon, je reviens à mes options, donc la CFE, l'assurance privée internationale et également les assurances locales dans le pays d'accueil. Alors ça va vraiment dépendre de votre situation. Si par exemple vous partez en tant que salarié dans une entreprise, vous pouvez peut-être avoir bénéficié du moyen de l'assurance santé que propose l'entreprise, de la même manière que ça se passe en France. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, de votre situation, de l'entreprise éventuellement dans laquelle vous iriez. Renseignez-vous également pour voir si il existe des assurances locales dans votre pays d'accueil qui seraient accessibles à des étrangers. Regardez combien ça coûterait, si vous pourriez en bénéficier, et si oui, sous quelles conditions, parce que ça pourrait peut-être être plus intéressant que de prendre une assurance privée internationale. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre situation, de faire des simulations et de regarder un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ici, je peux vous donner une petite astuce, c'est comparer bien les offres. Donc selon, comme je l'ai dit, vos besoins médicaux, les antécédents, les traitements réguliers. Regardez également tout ce qui est plafond de remboursement, qui ne sont jamais les mêmes selon les assurances. On le sait, c'est un petit peu du chinois tout ça. Regardez également la zone géographique dans laquelle vous serez couverte. Certaines assurances vont exclure les États-Unis, mais pas que. Ça peut être aussi Singapour, l'Australie, Hong Kong, Dubaï, enfin tous les pays en fait où les frais médicaux sont assez onéreux. Bien sûr que vous pouvez vous faire assurer pour ces endroits-là, mais vos cotisations seront bien supérieures à celles que vous auriez si vous partez dans un pays d'Asie du Sud-Est ou à Maurice ou en Amérique du Sud par exemple. Regardez également s'il existe des délais de carence. Je sais que dans notre cas, par exemple, si on avait voulu prendre l'option grossesse, on n'aurait pas été pris en charge les 9 premiers mois suite à notre arrivée à Maurice. Ils sont pas fous, les gars, c'est-à-dire que ils voulaient pas que potentiellement je tombe enceinte avant de partir à Maurice et que je profite d'être à Maurice pour ensuite me faire soigner, me faire bichonner. Mais j'ai envie de dire, c'est bien con pour eux parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de gérer ce genre de choses à Maurice que en France. Mais bon, chacun son truc et sa façon de réfléchir. Donc voilà, typiquement, le délai de carence pour être pris en charge par ACS sur une grossesse à Maurice, c'est 9 mois. Au-delà de 9 mois, on aurait pu, si on avait pris l'option, être pris en charge si grossesse il y avait eu. Également, regardez si il y a une portabilité si vous changez de pays, c'est-à-dire avec votre mutuelle actuelle, avec votre système de santé actuel. Regardez si vous pouvez transférer vos garanties, peut-être pour un changement de tarif, regardez quelles sont les conditions, mais que vous pourriez conserver dans votre pays d'expatriation. Enfin, ici, informez-vous bien sur le système de santé local. Chaque pays est vraiment un monde à part, pas que en termes de santé, mais en termes de beaucoup de domaines. Mais là, on parle de santé. Certains vont vous demander un numéro d'assurance sociale local, tel que par exemple le Canada, l'Australie. Là, on va parler généralement des pays occidentaux et anglo-saxons de manière générale. D'autres vont vous imposer une assurance privée pour obtenir le visa. Alors ça, c'est assez courant. Alors il y a les Émirats, la Thaïlande, Maurice, c'était le cas aussi.
Ça peut s'entendre dans le sens où si vous prenez un visa longue durée, évidemment qu'on veut s'assurer que vous n'allez pas être un fardeau médicalement parlant pour le pays en fait, ou que vous ne serez pas dans l'incapacité de payer si jamais il vous arrive un pépin. Et enfin, certains pays vont avoir des soins de qualité qui sont assez inégales ou peu accessibles en zone rurale. Donc faites un petit peu attention à là où vous déciderez de vous installer dans votre pays d'expatriation en fonction du pays. Assurez-vous quand même d'avoir un système de santé à relative proximité qui est au moins accessible si vous avez un véhicule. Voilà, ne vous expatriez peut-être pas comme l'équivalent du fin fond de la Creuse où il n'y aurait absolument rien, parce que la Creuse, je pense que par rapport à certaines régions dans certains pays beaucoup moins développés, est encore très bien équipée par rapport donc voilà, à certaines zones très très rurales où il y a parfois rien du tout, et voilà, si vous avez vraiment un gros pépin ou une grosse urgence, eh bien, vous ne pourrez pas être pris en charge. Renseignez-vous donc bien sur tous les hôpitaux et cliniques qui pourrait y avoir autour de vous, la qualité aussi des services d'urgence, ça c'est quelque chose qui peut être aussi très important. Je vous rassure, hein, la plupart du temps, à partir du moment où vous quitterez la France, ce sera de toute façon mieux. Et renseignez-vous également sur la prise en charge en cas d'accident ou d'hospitalisation. En fonction donc de votre assurance, mais aussi de ce qui est disponible sur place. Nous, ici, à Maurice, on a un peu comme en France, un système privé, mais aussi un système public. Alors, on n'a pas testé le système public, qui est, de ce qu'on nous a dit, un petit peu similaire à celui de la France, qui est de moins bonne qualité, hein, comme beaucoup de systèmes publics, malheureusement. On peut se permettre d'aller dans le système privé, qui est, en fait, on a presque l'impression d'être dans ces cliniques pour ultra riches chez nous en Europe, alors que ce sont des cliniques tout à fait lambda, hein, mais on arrive et en fait on est servi presque comme dans ces cliniques pour ultra riches où en fait il y a tellement peu de monde qu'on est pris en charge tout de suite, que ce soit aux urgences ou dans les autres services. On n'a même pas besoin de prendre un rendez-vous pour passer une radio, pour voir un médecin. Enfin, je veux dire, et puis les tarifs, un médecin c'est 40 € maximum, un spécialiste, hein, une radio c'est 50 €, un fauteuil roulant parce que je me suis cassé la cheville c'est 200 €, donc enfin, franchement, et tout ça c'est remboursé. Donc ça reste vraiment des tarifs, comme je vous le disais, qui au final nous reviennent moins cher que nos cotisations mensuelles de l'assurance santé internationale qu'on a prise. Alors, pensez également au cas particulier, je vous en ai parlé un petit peu juste avant, la maternité, les enfants et les maladies chroniques. Est-ce que vous partez en famille, par exemple? Assurez-vous donc que vos enfants aient un médecin pédiatrique référent sur place, que les vaccins sont bien à jour et selon les normes locales et françaises. Assurez-vous également que la couverture santé que vous allez choisir couvre bien vos enfants et dans quelles conditions, éventuellement pour des pathologies qui sont très courantes chez l'enfant et moins chez l'adulte. Voilà, assurez-vous quand même qu'ils soient bien couverts et qu'il y ait de quoi les prendre en charge là où vous déciderez de vous installer. Si jamais vous êtes enceinte ou que vous prévoyez de l'être, sachez que la maternité à l'étranger soulève de nombreuses questions, évidemment, hein, c'est logique. Quel sera le suivi médical? Y a-t-il un congé maternité? Bon, surtout si vous êtes salarié dans une entreprise. Comment se passe l'accouchement ou quelle est la qualité en fait du service médical pour l'accouchement? Quels sont les tarifs? Voilà, autant de questions qui tournent autour de la maternité, puisque en France, c'est des choses, tout ça que on ne voit pas en fait. On sait tout ce qui existe pour une grossesse, pour l'accouchement. Enfin, on connaît à peu près, même grossièrement dans notre esprit, on voit comment se passe le processus. On sait qu'il y a des échographies à faire. On sait que on sera remboursé presque à 100% la majorité du temps. Et l'accouchement, en fait, on ne se rend pas compte que ça a un coût également, puisque tout est pris en charge. Donc, en fait, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser lorsque vous partirez. Et je vous en parlais juste avant. Vérifiez si c'est un élément que vous pouvez faire rentrer dans votre couverture santé, et si oui, pour quel prix et avec quel délai de carence éventuel en fonction de votre pays d'expatriation choisi. Également, si vous avez une pathologie ou un traitement de fond,
Alors, il faut absolument anticiper la continuité des soins. C'est le cas dans mon cas, moi je prends des médicaments pour dormir notamment. Donc je suis partie, mon médecin m'a prescrit une dose pour l'équivalent de 3 mois que j'ai réussi à faire tenir plus parce que j'ai baissé les doses, parce que le soleil, ben, ça fait du bien, ça met du baume au cœur et du coup le moral va mieux et du coup le sommeil aussi, même si je continue quand même à prendre les médicaments. Mais il faut quand même s'assurer que si vous avez un traitement quel qu'il soit, que les médicaments que vous prenez sont bien disponibles sur place. J'ai eu le cas récemment d'un couple qui veut s'expatrier à Maurice, qui avait envisagé avant le Panama. Eux, ils cherchaient justement la facilité, enfin une meilleure fiscalité. Donc le Panama était très intéressant. Maurice est intéressant. Ils ont changé d'avis sur le Panama, notamment à cause de la langue, mais aussi parce que dans le couple, monsieur, lui, est sous un traitement dont il manquait l'un des médicaments au Panama. Donc j'ai pu me renseigner pour lui, pour Maurice, et l'entièreté de son traitement est disponible à Maurice, par exemple. Donc ça constitue un élément qui favorise justement son expatriation à Maurice. Donc ça peut être très important si jamais vous savez qu'il y a un médicament qui est vital d'une certaine façon pour vous et qui n'est pas disponible dans votre pays d'expatriation. Alors soit vous changez de pays d'expatriation et vous vous assurez d'aller dans un pays qui a ce qu'il vous faut ou qui peut se le procurer sur commande, soit vous anticipez avec la France de partir avec une dose suffisante le temps de pouvoir trouver une autre solution, soit vous organisez régulièrement, tous les 6 mois par exemple, un retour en France qui vous permet de vous ravitailler dans le médicament en question. Également, vérifier les autorisations d'importation pour certains médicaments. Ici à Maurice, alors je l'ignorais, je suis passée à la douane, ou du moins j'ai fait mon voyage sans me poser la question. Comme je vous l'ai dit, je suis partie avec des médicaments pour l'équivalent de 3 ou 6 mois. Donc effectivement, on aurait pu me suspecter de faire du trafic de médicaments, vu la quantité que j'ai emportée avec moi. Mais il faut savoir que certains médicaments dans certains pays qui sont tout à fait lambda ou du moins normalisés chez nous, même si ce sont des médicaments forts tels que les psychotropes qui permettent de dormir ou les anxiolytiques, par exemple à Maurice, sont considérés comme des potentielles drogues ou des trucs toxiques. Donc ils sont disponibles, mais ils sont quand même très vigilants là-dessus. Et moi je suis arrivée avec une quantité assez impressionnante forcément, que je n'ai pas déclaré parce que je m'étais même pas posé la question, mais vous pourriez avoir besoin de quand même déclarer que vous arrivez avec une certaine quantité qui pourrait paraître suspecte si il y a un contrôle qui tombe aléatoirement sur vous et que vous auriez du mal à pouvoir expliquer la raison de cette quantité. Une façon simple de contourner ce problème, c'est de partir carrément avec l'ordonnance en fait. L'ordonnance qui justifie de pourquoi vous êtes parti avec une telle quantité de médicaments. En général, il n'y a pas de souci, mais bon, dans certains pays, ça peut être très problématique en fonction de la mentalité du pays et de leur rapport aux médicaments. Nous, c'est vrai qu'en France, et même en Europe, de manière générale, bien que ça dépend des pays d'Europe, les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est le moins de médicaments possible. Mais en France, nous, on a cette facilité à prescrire et à se bourrer de médicaments, et c'est pas forcément le cas ailleurs. Donc là aussi, il va y avoir une espèce d'adaptation à la mentalité face à la médication de manière générale dans votre pays d'expatriation. Et donc, je vous le disais, éventuellement, partez avec votre ordonnance et potentiellement traduite en anglais des fois que vous allez dans un pays où le français ne soit pas compris ou pas facilement intelligible par les populations locales ou par des médecins locaux, surtout si vous n'avez pas forcément de médecins français. Ensuite, on va aborder maintenant les erreurs fréquentes à éviter en termes de santé. Alors, ne vous dites surtout pas tout ira bien et ne partez pas en ne préparant rien. C'est exactement le cas de figure où vous allez partir au ski l'hiver, vous dire bah ouais, t'inquiète, c'est une semaine de ski, pump it up, ça va bien se passer, et vous rentrez avec les ligaments croisés. Donc non, ne pensez pas ça va bien se passer, j'ai besoin de rien, pas besoin de préparer quoi que ce soit, non.
Ne vous dites pas non plus que vous prendrez une assurance une fois sur place et vous risquez d'oublier ou de ne plus pouvoir. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de pays où vous prendrez un visa donc longue durée qui vous obligera de toute façon à prendre une assurance santé pour pouvoir obtenir le visa. Donc sur ce point-là, la question ne se posera pas. Ne confondez pas non plus assurance voyage et assurance santé expatriation. Oui, vous pouvez bénéficier de votre assurance voyage tant que vous êtes dans votre pays d'expatriation sous visa touristique ou du moins pour une durée de 90 jours. Ça, c'est la durée moyenne d'un visa touristique lorsque l'on voyage. Par contre, au-delà, vous êtes livré à vous-même si vous n'avez pas d'assurance spéciale expatriation ou internationale. Également, ne partez pas avec un traitement sans vérifier s'il est légal ou disponible sur place, ça on en a parlé juste avant, et n'attendez pas non plus de tomber malade pour commencer à chercher un médecin, surtout si vous n'êtes pas du tout au courant de s'il existe des cliniques, des cabinets médicaux, quel type de médecins, des spécialistes, où est-ce qu'ils sont, voilà, renseignez-vous un minimum sur le système de santé de votre pays d'accueil. Voilà, la santé, c'est quand même aussi votre équilibre émotionnel. C'est la santé mentale qui est souvent le grand oublié de l'expatriation, mentale et émotionnelle, je dirais même. Or, il va se passer des choses pendant votre expatriation qui vont mettre tout ça à rude épreuve. Il va y avoir le choc culturel, l'isolement potentiel ou temporaire qu'il va falloir quand même surmonter. L'adaptation permanente au moins dans les premiers temps, et tout ça, ça peut générer pas mal de stress, d'anxiété, voire un burn-out. On n'est pas tous égaux face à des situations similaires, donc il faut quand même anticiper que les débuts ne seront pas forcément une promenade de santé. L'idée, c'est d'anticiper que vous allez avoir de toute façon des moments difficiles et des passages à vide, même si vous avez la vie dont vous rêvez. Il va y avoir cette phase d'adaptation où chaque être humain, personne n'est imperméable ou insensible à des changements pareils en fait. Donc dites-vous que qui que vous soyez, quelles que soient vos habitudes, votre tempérament, votre stabilité émotionnelle, quelle que soit la personne que vous êtes, vous aurez de toute façon des passages plus difficiles que d'autres, que vous gérerez plus ou moins bien et qu'il ne faut pas laisser ça de côté parce qu'on ne sait jamais comment on peut réagir, surtout si on ne s'est jamais expatrié, que c'est la première fois. Donc le conseil que je vais vous donner ici est vraiment précieux, vraiment tenez-en bien compte. Intégrez tout d'abord une routine de bien-être. Alors, c'est très vaste comme concept. Le bien-être, ça passe par tout et n'importe quoi. Ça peut être manger du chocolat, boire un café, mais ça peut aussi être faire du sport, dormir, s'alimenter mal ou bien, peu importe, du moment que ça vous procure un bien-être, et aussi par le fait de socialiser, par exemple, de rencontrer des gens ou de vous entourer, ou au contraire, de rester seul si c'est ce qui vous fait du bien. Donc, faites des choses qui vous font du bien. Si ce qui vous fait du bien, c'est de rester allongé toute la journée et de faire l'étoile pendant 3 jours et que c'est ça qui vous ressource dans les moments difficiles, eh bien, faites l'étoile pendant 3 jours, ça ne dérangera personne. L'essentiel, c'est que vous repartez ensuite sur les chapeaux de roue. Également, sachez reconnaître les signaux même s'ils sont faibles parce que c'est pas forcément en un claquement de doigts ou du jour au lendemain que vous allez vous effondrer et que d'un coup ça va pas aller. Ça peut être quelque chose de très sournois et de très progressif qui va faire que y a un jour où il va se passer un truc complètement anodin qui va faire complètement déborder la coupe et là vous allez complètement vous effondrer et en fait ça sera tellement monté depuis un certain laps de temps que ce sera encore plus violent que si ça avait été un petit éclat ponctuel suite à, je sais pas, une altercation ou un truc qui vous aurait énervé. Comme c'est quelque chose qui était là, qui était latent, même si c'était faible et supportable sur un certain, je sais pas, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois, le jour où la coupe est pleine, en fait, c'est tout ce que vous avez engrangé pendant ces dernières semaines ou mois qui va ressortir. Et là, c'est
l'explosion. Alors soit vous avez besoin d'exploser un bon coup et ensuite c'est bon, ça repart, soit vous allez vous effondrer un bon coup et va falloir vous remettre en fait comme vous pourrez. Mais voilà, ça peut passer par le fait d'avoir besoin d'aller parler à quelqu'un, donc à un psychologue par exemple, ou de prendre de quoi dormir pendant quelque temps si vous avez des difficultés à dormir parce que vous êtes stressé, parce que la situation fait que voilà, vous avez du stress et de l'anxiété. Donc c'est ce genre de choses-là que vous pouvez tout à fait anticiper. N'hésitez surtout pas à consulter un thérapeute, que ce soit en ligne. D'ailleurs, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec des médecins en ligne en France. Tant que vous êtes rattaché à la Sécu française, vous serez remboursé. Et puis quand bien même, si vraiment ça ne va pas, vous pouvez tout à fait aussi vous payer 40 ou 50 euros d'une séance de thérapie, même si c'est ponctuel. Voilà. Donc vous pouvez consulter en ligne ou quelqu'un sur place. Idéalement, je vous recommande, si c'est pour parler, essayez de trouver quelqu'un qui parle votre langue maternelle, parce que les émotions rattachées à notre langue maternelle ne sont pas du tout les mêmes que celles que lorsqu'on parle une langue étrangère. Déjà, il faut savoir s'exprimer dans une langue étrangère et exprimer les choses correctement, surtout sur des sujets aussi sensibles que tout ce qui est de l'ordre du psychologique et de l'émotionnel. Et puis, même si vous arrivez à vous exprimer parfaitement dans une langue étrangère, les émotions associées ne seront pas les mêmes que si vous délivriez ces informations-là dans votre langue maternelle. Ça a été prouvé. Dire « je t'aime » ou « I love you » n'a pas du tout le même impact émotionnellement parlant chez la personne qui le dit, en fonction de quelle est sa langue maternelle. Donc c'est important, voilà, de trouver quelqu'un à qui parler, qui parle votre langue, qui vous comprend, qui comprend éventuellement votre culture, votre façon de penser et qui saura en fait comprendre d'où vous venez, pourquoi vous réagissez comme vous réagissez. Voilà, ça c'est quelque chose, que ce soit un thérapeute ou des gens qui seront autour de vous, qui est assez crucial quand on s'expatrie, parce qu'on peut vite se retrouver noyé dans une masse de gens qui ne sont pas comme nous, et qui ne comprennent absolument pas d'où on vient, quelle vie on avait avant, pourquoi on est comme on est, pourquoi on vit comme on vit, pourquoi on mange comme on mange. Donc c'est particulièrement vital, surtout quand ça ne va pas, d'avoir affaire à quelqu'un qui est capable de nous comprendre vraiment sur tout un tas de plans qui sont pas forcément qui peuvent être un peu abstraits parfois. Donc vous avez pour ce faire des plateformes comme BetterHelp ou psychologue.net qui peuvent vous proposer des services de thérapie en ligne, y compris en français, et auxquels donc vous pouvez vous référer dans ces moments difficiles éventuels. Ici, mon conseil de coach, ça va vraiment être de vous dire d'anticiper au maximum votre santé comme une composante intégrale de votre projet d'expatriation. Vous partirez plus serein, plus fort, mieux préparé. Faites rentrer dans votre budget mensuel l'assurance santé, quelle que soit la formule que vous choisissiez. Ça fera partie de votre budget de dépenses, de votre poste, de votre budget mensuel parmi vos différents postes de dépenses du mois. Il faut savoir que votre bien-être, c'est votre socle, on le dit tout le temps. Quand on n'a pas la santé, on n'a plus rien. C'est vrai où qu'on soit, on n'a pas besoin d'être en France pour que ce soit vrai. C'est vrai partout. On ne construit pas une nouvelle vie sur un terrain fragile. Donc, si vous êtes vraiment en train de préparer votre départ, ou que vous êtes déjà expatrié même, et que vous sentez qu'il y a un peu de flou sur toute la partie santé, n'hésitez surtout pas à réserver un appel découverte gratuit avec moi. Je vous aiderai avec plaisir à y voir plus clair, à structurer votre projet dans le domaine de la santé, mais aussi dans tous les autres domaines qui pourraient vous poser question, et ce, dans les moindres détails et dans la mesure de mes facultés. Le lien, comme toujours, pour prendre rendez-vous sans engagement est dans la description du podcast. Prenez soin de votre santé à l'étranger. Ce n'est absolument pas optionnel, c'est vraiment obligatoire, crucial, voire vital, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. C'est vraiment la condition de base pour pouvoir profiter de votre nouvelle vie dans les meilleures conditions possibles. Merci infiniment pour votre écoute et on se retrouve dans le prochain épisode.